Alors, vous rappelez, et c'est pas pour rien que pour parler de la condition féminine en Afrique, j'ai invité une juriste et une romancière. C'est parce que les femmes, c'est l'un des points aveugles de la philosophie. On l'a rappelé d'ailleurs au cours des précédentes rencontres avec Souleymane Bachir Diagne. Le noir, le nègre, comme disait Hegel, la femme, ce sont vraiment les points aveugles de la philosophie. Il y a quand même John Stuart Mill, mais bon, comme quoi c'était possible. Alors, vous avez évoqué les grandes féministes françaises, mais vous les avez comparées à votre héroïne, votre grand-mère, et vous aussi, Fatou Kiné Camara. Vous revendiquez un féminisme qui n'a absolument rien à envier avec le féminisme français et européen, et vos références, ce ne sont pas Simone de Beauvoir et autres. Quelles sont vos références? Oui, c'est pas... Je dois le dire avec autant de franchise que les féministes occidentales qui ne connaissent pas du tout le féminisme dont je me réclame, c'est-à-dire à partir de nos traditions africaines, parce que quand on entend de tout temps, partout dans le monde, depuis la nuit des temps, les femmes ont été opprimées, ça part d'une vision eurocentrique qui n'est pas du tout la vision africaine. Donc c'est vrai, je ne connais pas le féminisme européen, je commence maintenant à le découvrir parce que par des échanges, je vais dans des conférences où j'entends des féministes occidentales s'exprimer, parler de leurs références, mais c'est vrai que moi, comme j'ai dit, c'est à partir de mes références familiales que je suis entrée dans... Et c'est parce que je parle français que je dis que je suis féministe, parce que c'est quoi être féministe? C'est défendre les droits et l'égalité de tous les êtres humains, et si on se rend compte que les femmes sont considérées comme des êtres inférieurs, on va défendre les droits des femmes à être traitées avec toute la dignité qui est due à tout être humain. Donc c'est ça, être féministe. Et c'est pour ça que je me revendique féministe. Mais je ne connais pas, je n'ai pas été élevée dans les féministes occidentales. Ce que je connais, moi, c'est le féminisme de notre tradition, à partir de nos contes, de nos proverbes, de tout ce que j'ai... tout ce dans quoi j'ai grandi et qu'il a bien fallu que je documente en montrant que c'est une tradition africaine. Et je suis partie d'aussi loin que je pouvais partir à partir de l'histoire africaine, c'est-à-dire l'Égypte ancienne, puisqu'elle est très documentée depuis que on sait déchiffrer les hiéroglyphes. Et en plus, leur histoire est aussi est peinte et sculptée. Il y a une super exposition au musée des Beaux-Arts de Sésostris. Donc, on sait ce que c'est. Et cette tradition-là, mes travaux, c'était de montrer que dans toutes les communautés, je ne les ai pas vues toutes, mais dans un grand nombre de communautés noires, à travers le siècle, la géographie, que ce soit du nord au sud, est à l'ouest, on voit les mêmes traits caractéristiques de ce que j'appelle le matriarcat. Et je documente aussi parce que ça, c'est quelque chose qui, dans le monde de la recherche francophone, n'est pas encore assez établi, que nous avions bien une civilisation matriarcale. Il y a Cheikh Anta Diop qui le défend. Et Cheikh Anta Diop, après, dans le monde francophone, malheureusement, je ne connais pas trop d'auteurs qui sont dans la même voie, mais chez les Nigérians, beaucoup d'auteurs travaillent sur ça. Donc voilà, moi, je suis féministe activiste, je suis dans une association, dans 2 associations de défense des droits des femmes, mais nous faisons notre plaidoyer pour les droits des femmes, enracinés culturellement pour que la grande masse nous comprenne. Et pour nous comprendre, il faut qu'on parte d'exemples concrets, réels, de nos proverbes, de nos figures féminines avec lesquelles elles peuvent s'identifier. Oui, vous montrez dans vos travaux que la violence et la soumission imposées aux femmes, qui est certes une réalité pour un certain nombre d'entre elles, ce n'est pas une fatalité, c'est bien évidemment une violence qui est construite, et qu'elle est construite, comme vous venez de le suggérer, en dépit de nombreux éléments traditionnels. Et l'un des exemples que vous décrivez dans votre travail, c'est celui du Code de la famille. Voilà quelque chose qui offre un contraste entre le droit coutumier et ce qui s'est imposé du fait de diverses colonisations. Oui, le nœud de ma recherche, c'est que ces transformations-là, cette Afrique qu'on voit aujourd'hui avec la femme complètement humiliée, déchue de ses droits, on peut dater ça temporellement. Ça date de la colonisation, il faut le dire. Il y a une partie pour ce qui est de l'atteinte à la dignité de la personne humaine qui date des traites esclavagistes, à la fois transsahariennes et transatlantiques, mais ça s'est concrétisé vraiment avec la colonisation. D'ailleurs, le code de la famille, c'est très facile à vérifier. Il s'agit de prendre le code civil français tel qu'il était en vigueur en 1960, et vous le comparez à notre code de la famille actuel, c'est la même chose. Puissance maritale, puissance paternelle, l'interdiction de recherche de paternité naturelle, tout ça c'est étonnant. Aujourd'hui, vous ne
savait pas ça en France, mais c'était déjà dans le code de 1960. C'est grâce aux luttes féministes qu'aujourd'hui, ça n'existe plus dans votre code, qu'il y a maintenant l'égalité, mais tout ce qu'il y a dans notre code aujourd'hui, à part évidemment la polygamie, ça nous vient du code civil Napoléon. Et dans le code pénal aussi, on a beaucoup de règles totalement attentatoires aux droits des femmes, comme l'interdiction de l'interruption volontaire de grossesse qui nous vient du code pénal français, même si aujourd'hui ça a disparu du code français. Alors, Fatou Diom, pour vous, cette soumission, elle s'inscrit dans l'éducation reçue par les petites filles. Et vous employez dans l'un de vos romans une image qui n'est pas sans évoquer la métaphore de John Stuart Mill dans l'asservissement des femmes. Mill explique qu'un certain nombre des arguments contre le droit de vote des femmes consistent à dire que les femmes sont incapables d'accéder à certaines fonctions, notamment les fonctions politiques. Et Mill dit, oui, c'est vrai, elles en sont incapables, parce que toute leur éducation a consisté à les priver de ces capacités qu'elles ont dès leur naissance. Elles sont comme des fleurs qui ont été élevées artificiellement en serre, et cet élevage en serre a rabougri leurs facultés. Et vous utilisez l'image du tuteur. Vous dites que les femmes ont besoin, ou qu'on prétend qu'elles ont besoin d'un tuteur, parce qu'elles ont été en quelque sorte programmées à la soumission. Oui, parce que là, je suis très contente d'entendre ce que Madame Kamara a dit, parce que justement, le féminisme africain comparable au féminisme européen, ce féminisme-là vient surtout des religions aussi. C'est à partir du moment où l'islam, le christianisme, ces religions se sont installées en Afrique qu'on a commencé aussi à se poser cette question de la place des femmes. Parce que l'Afrique ancestrale, souvent, les ethnies étaient matriarcales. Et pour parler précisément de mon cas, dans les îles d'où je viens, et aujourd'hui encore dans les îles du Sine Saloum, je suis Serer Nyominka. Et chez les Serer Nyominka, on est dans des lignes matriarcales, c'est-à-dire qu'on n'est pas noble par son père, on est noble par sa mère. Et on se transmet l'héritage par la mère. C'est-à-dire que les terres sont partagées selon la lignée maternelle et de génération en génération. Pourquoi, cher monsieur, vous n'allez pas être content? Parce qu'on considère que quand les hommes détiennent les biens, ils les dilapident. Pour les beaux yeux d'autres dames, d'autres ethnies ou d'autres clans. Et donc, pour être sûr que les biens resteront dans la même famille et dans le même clan et que tout le monde pourra en bénéficier, eh bien, on fait l'héritage de femme en femme, d'une génération à l'autre. Et c'est pour ça que quand on récite l'arbre généalogique chez nous, on récite les mamans. Moi, je connais les arbres généalogiques de ma grand-mère des deux côtés, de mon grand-père des deux côtés, parce que c'était aussi ça notre carte d'identité d'origine, on va dire. Quand on circulait dans d'autres régions en Afrique, on pouvait trouver sa famille, être hébergé et traité, traité dignement, parce qu'on pouvait vous trouver les gens qui avaient des liens avec votre famille. Et s'ils avaient des terres, on pouvait vous donner, par exemple, un endroit pour faire des champs, des rizières ou quelque chose qui puisse vous appartenir. Cette autonomie-là des femmes, c'est l'islam et le christianisme qui sont venus s'aborder ça. Le patriarcat, c'est l'islam. Ce n'est pas du tout dans l'origine bantou négro-africaine. Et l'islam et le christianisme s'entendaient très très bien pour garder les femmes au fourneau. Pendant la colonisation, les pères, les missionnaires disaient que l'école risquait de détourner les femmes de leur devoir naturel. Donc, le devoir naturel, c'est obéir à papa, trouver un mari, l'épouser, tenir la domesticité, le ménage. Donc, voilà, il y a des portes, c'est la chambre à coucher, la cuisine, la buanderie. Donc, vous obéissez à votre père, ensuite vous vous mariez, vous obéissez à votre mari, et quand le mari est mort, vous obéissez à votre fils, parce que vous êtes considéré comme mineur. Et vous savez ça, on retrouve ça dans l'islam, mais on trouve ça dans le christianisme. Et le code de Napoléon, par exemple, dans ce code civil, qui était privé de droits juridiques, c'était les mineurs, les femmes mariées, les criminels et les débiles mentaux. Donc voilà la catégorie dans laquelle on mettait les femmes. Et moi, le féminisme que je prône, ce n'est pas avec une hache contre les hommes. Je les aime trop pour ça. Ce sont mes frères, c'est mon papa, c'est mes amis, c'est mes amoureux. Je veux juste l'égalité. Je ne cherche pas à écraser quelqu'un. Et maintenant, c'est pour ça qu'on a peur aussi de défendre le féminisme, parce qu'on pense toujours que c'est pour régner. Non, au Sénégal, on dit, si l'âne vous a donné un coup de patte, si vous lui rendez le coup de patte, vous devenez aussi bête que l'âne. Donc, je n'ai pas l'intention de faire aux hommes ce qu'ils nous ont fait. Je m'y emploie dans différents domaines, dont la réflexion sur
ce qu'on appelle maintenant la question du genre. Quand j'ai commencé dans les années 70 et 80 avec Jacqueline Kidjerbo, on parlait surtout de l'intégration des femmes dans le développement. Le développement n'a pas eu lieu. Et tout mon problème se situe à ce niveau. Je disais à Thalie ce matin que je constate dans ce domaine, comme justement à propos du développement, que la tare originelle, c'est, pour ce qui est de la pensée critique, c'est l'arrogance occidentale. Vous le savez, après la Deuxième Guerre mondiale, le discours sur le développement des pays du Sud visait à nous civiliser, en tout cas à partager avec nous les progrès économiques et technologiques qui devaient nous sortir du sous-développement. Et j'ai relevé dans le discours des féministes occidentales cette tendance. Il y a de la solidarité, mais aussi ce qui est dit ici de la part d'Antoinette Fouque, l'une des féministes occidentales que j'ai rencontrées, je crois que c'était à Beijing. L'Europe continue à jouer un rôle phare pour toutes les femmes, parce qu'elle est le creuset où s'élabore et se réalise l'égalité des droits dans tous les domaines. Justice, éducation, nutrition, culture. Et puis elle ajoute que les Européennes qui désormais connaissent leurs nouveaux droits se sentent spontanément solidaires de toutes celles qui, de la Birmanie à l'Algérie, du Bangladesh au Rwanda, réclament d'être aidées dans leur lutte contre les intégrismes, l'excision ou la polygamie. Donc on nous a enfermés dans cette lecture de notre situation, lecture en tout cas que je trouve donc réductrice, misérabiliste, et nous revendiquons nous-mêmes cette grille d'analyse qui fait que je n'ai pas pu avoir mon texte, et moi on ne m'a pas demandé le thème. Le thème c'est, je suis en train de vous parler ici d'un document, le manifeste des mères sociales, que je mettrai à votre disposition. Donc ce schéma, j'ai schématisé et cette approche par un triangle où d'un côté on nous présente des sociétés arriérées où les femmes sont constamment confrontées à la violence émanant de l'homme, de nos cultures, de nos traditions. Et tout se passe comme si nous n'avons aucun pouvoir, et pas de pouvoir du tout. En tout cas, on se garde de nous parler de l'autre versant de la violence, qui est là, pour moi, dans le contexte actuel, puisqu'il s'agit de parler ici de la mondialisation, et la violence qui est consubstantielle à l'idéologie néolibérale, est soigneusement cachée aux femmes. Personne ne nous parle d'économie. Quand on parle de la promotion de la femme, c'est l'excision, la polygamie, le voile, son mari, les coups, ainsi de suite. Et beaucoup plus troublant, c'est la prise en charge de la défense des femmes par le système. Ce sont les bailleurs de fonds qui ont décrété que notre promotion est un signe de progrès et elle est devenue pratiquement une conditionnalité de l'aide au développement. Il n'y a pas une seule agence qui ne nous aide, en tout cas qui ne pense à mettre en place les ressources nécessaires pour la participation des femmes au développement qui n'a pas eu lieu, comme je vous dis. Et puis maintenant, c'est notre participation à la vie politique, puisque la parité semble difficile à réaliser, c'est en termes de quotas. Au Mali, il y a toute une bagarre en ce moment pour 30% des postes nominatifs et électifs pour les femmes. Donc on va arracher et donner aux femmes leurs droits.
leurs droits et à être présentes dans la sphère publique et sortir de la sphère domestique, parce qu'il s'agit aussi de ça. Les femmes africaines constituent, il y a un discours sur la femme qu'il faut déconstruire. Personne ne vient nous libérer de nos hommes, de nos traditions. Nous n'avons pas besoin d'être libérés. Nous avons besoin aujourd'hui de construire une pensée de nous-mêmes. Nous avons des valeurs, nous sommes porteurs de réponses. Il faut les identifier, il faut qu'on réfléchisse. Or, ce qui se passe quand tu parles des pauvres qui, en prenant le pouvoir, se comportent comme les riches, et c'est la même réalité. Les femmes au pouvoir se comportent comme les hommes. J'ai été ministre, je sais qu'on n'est pas tendre les unes avec les autres. Quand une femme arrive quelque part, elle fait tout pour que d'autres femmes ne s'approchent pas du pouvoir. Et quel pouvoir? Dans notre contexte, c'est pour ça que je dis la Grèce dévie le couteau sous la gorge. Et mon premier livre, l'Afrique, l'étau ou l'Afrique dans un monde sans frontières, c'était pour illustrer justement ce qui se passe aujourd'hui en Grèce. Et très tôt, j'ai compris, après la révolution de 91 au Mali, que nous n'avions vu que la sphère visible de l'iceberg, c'est-à-dire Moussa Traoré, son régime et tout le reste. Mais ce qui se passait déjà à l'époque, c'est-à-dire à travers le consensus de Washington, et la prise en charge, c'est-à-dire le désengagement de l'État, de l'éducation, la santé, l'eau, tout ce processus mortifère, particulièrement pour les femmes et les enfants. Et il y a ce livre incontournable de Richard Joly, le disait déjà dans les années 80, en disant on va droit dans le mur parce que ce modèle économique est en train les politiques, c'est des politiques assassines, quoi. Donc les femmes colmatent les brèches ouvertes dans ce système sans arrêt au niveau domestique. Alors on leur dit maintenant de passer dans la sphère publique pour décider. Mais personne ne décide dans la sphère publique. Moi, ce que je vois aujourd'hui, à travers les comportements de Obama comme de Hollande qui prétend avoir libéré le Mali, moi je crois qu'ils sont tous en train de courir pour les multinationales, quoi. Ce marché attend de nous qu'on achète. Et je ne vous dis pas les sommes faramineuses investies dans la publicité pour nous transformer. Cette volonté de devenir des femmes modernes, c'est-à-dire consuméristes, et d'éduquer nos enfants dans ce sens-là. Nous passons plus de temps devant les télévisions qu'à parler entre nous, qu'à parler à nos enfants. Et les conséquences sont gravissimes, d'autant plus qu'il n'y a pas de débat contradictoire, il n'y a que des certitudes. On nous a dit, vous êtes battus, mutilés, voilà, tout va mal, et vous devez sortir de cette situation. Et je ne comprends pas pourquoi ce sont l'Europe et les États-Unis qui mettent un fric fou dans ce processus. Mais moi je sais que il ne s'agit pas d'émancipation, il ne s'agit pas de libéralisation, de libération dans le sens où nous sommes libres de penser, de choisir. Nous n'avons pas de choix. Nous n'avons pas plus de choix que les hommes dans ce système. Donc moi je pense que j'en suis arrivé à la solution en me disant, si je ne me reconnais pas dans leur thèse, dépassée, erronée, humiliante, qu'est-ce que je fais? Et je sais, je viens de quelque part, comme je vous dis, moi je sais que j'étais gamine, dans la rue, à l'intérieur dans notre famille, et les mamans, il n'y avait pas une maman, les mamans s'occupaient des enfants. J'ai grandi, ma mère, je n'allais pas vers ma mère, j'allais vers les autres mères. Et quand elles sortaient dans la rue, la vie dans le quartier, c'était tous les enfants sont nos enfants. C'est pour ça que dans le manifeste que j'ai publié en plaçant l'Europe devant ses responsabilités dans le contexte des flux migratoires, je l'ai intitulé le monologue européen. Je ne cesse de dire ce sont nos enfants. Ce sont nos enfants et je m'assume ici aujourd'hui comme mère sociale parce que il est dit chez moi qu'en chaque femme
il y a 3 mères. Ça, c'est un privilège. Les hommes ne portent pas l'enfant pendant 9 mois. Les hommes n'ont pas ce privilège. Les femmes ne sont pas que des victimes. Moi, je connais 36 000 migrants. Ils ont la photo de leur maman là-bas, quand ils triment. Quand ils trouvent un petit coin, c'est la photo de la mère qu'on affiche. Je sais que chez moi, il y a des conflits qui ne peuvent être gérés que lorsque les tantes, les femmes interviennent. Parce que dans nos traditions, la mère est sacrée. Elle est sacrée. Je sais, moi-même, je sais ce que ma maman représente dans tout ce que je suis en train de dire, dans ce que je suis. C'est pour ça que je ne peux pas concevoir cette idée de femme africaine opprimée, passive, à sauver. Et à sauver par qui? Par un système décadent, inégalitaire et violent, qui ne jure que par la guerre, ne peut pas nous sauver. C'est à nous de nous sauver. Et c'est à nous de puiser en nous-mêmes, dans la foi, dans notre mémoire. Qu'est-ce qui nous a permis de tenir ensemble jusqu'ici? Là où justement est mon discours et le combat ici, on se rejoint. L'essentiel, la centralité de l'humain. La centralité de l'humain. Qu'est-ce qu'on voit ces derniers temps? Ce n'est pas seulement les jeunes qui partent. Les femmes elles-mêmes se mettent à émigrer. Regardez ces bateaux. L'Atlantique aujourd'hui, ces bateaux qui coulent, il y a combien de femmes avec les jeunes? Ce destin solidaire. Nous mourons avec nos enfants. Ces jeunes qui partent, quand ils témoignent, ils appellent en disant « Maman, je vois, il y a un bateau qui a coulé. La mère dit, si tu reviens, ici aussi c'est l'enfer. Essaie de faire comme les autres. » Il monte à bord de ce bateau. Il a peur, mais il monte à bord de ce bateau à cause de sa mère. On ne peut pas me dire que la mère, les femmes, c'est tant pis, si le système, même si... Et ce que les femmes supportent dans le ménage, c'est précisément parce qu'elles pensent à leurs enfants. En disant ce que je n'aurai pas, il l'aura. Mais ce système nous réserve ce que nous voyons aujourd'hui. Les femmes sont kamikazes, les femmes sont dans les bateaux, les femmes sont appelées à s'investir davantage dans ce système guerrier. Alors c'est ça l'ouverture, c'est ça l'émancipation.